Bienvenue à tous dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un livre qui a vraiment changé la façon de voir le monde pour beaucoup de gens. Le Cygne noir de Nassim Nicolas Taleb. Bonjour, oui, un livre absolument fondamental. Et l'idée, c'est vraiment de plonger dedans, d'explorer sa théorie sur ces événements complètement fous, imprévisibles et qui pourtant façonnent notre réalité. Et surtout de comprendre pourquoi on est si aveugle face à eux. C'est exactement ça. Le problème, c'est nous. Alors, pour bien commencer, peut-être qu'on peut juste rappeler la base. C'est quoi, précisément, un cygne noir? Alors, pour Taleb, ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est que c'est une anomalie totale. Un événement qui se situe, mais alors complètement en dehors de nos attentes, Comme le 11 septembre ou l'arrivée d'Internet? par exemple. Deuxième pilier, son impact est extrême, vraiment démesuré. Et le troisième, qui est peut-être le plus fascinant, Oui. c'est qu'une fois que l'événement a eu lieu, notre cerveau se met en marche et il trouve des explications. Tout devient logique, prévisible. On se dit, mais oui, c'était évident. Ah oui, la fameuse rationalisation a posteriori. Voilà. Le problème n'est donc pas l'événement en soi, c'est notre perception. C'est un problème de connaissance. Et pour illustrer ça, il utilise une analogie que je trouve géniale, même si elle est un peu brutale, l'analogie de la dinde. Ah oui, la dinde de Thanksgiving. Elle est très très parlante. Racontez-nous. Eh bien, imaginez une dinde. Pendant 1000 jours, un humain vient, chaque jour, la nourrir. Donc pour la dinde, tout va bien. La vie est prévisible et les humains sont des amis. Exactement. Chaque jour qui passe renforce sa conviction. Elle construit une théorie solide basée sur des preuves empiriques. La vie est sûre. Jusqu'au 1001e jour. Voilà, le mercredi avant Thanksgiving. Et ce jour-là, ce qui se passe, eh bien, ça n'était absolument pas dans son modèle de prédiction. Et ce qui est fou, c'est que pour la dinde, c'est un cygne noir parfait. Mais pour le boucher, Ah, pour le boucher, ça n'en est pas un. C'était planifié depuis le début. Ça montre bien que le signe noir est relatif à la connaissance de l'observateur. c'est terrifiant. Parce qu'on est tous un peu cette dinde, non? On regarde le passé, et tant que tout va bien, on se dit que ça va continuer. C'est l'erreur fondamentale. Prendre l'absence de preuve d'un danger pour la preuve de son absence. Et pourquoi notre cerveau fonctionne comme ça? Pourquoi on a ce besoin de tout lisser, de tout simplifier? Taleb appelle ça la platonicité. C'est notre désir de confondre la carte avec le territoire. La carte avec le territoire. Oui, on adore nos modèles, nos théories bien propres, nos idées pures, et on finit par croire que le monde fonctionne comme nos modèles. Alors que la réalité, elle, est désordonnée, chaotique. On préfère la propreté de nos schémas mentaux au désordre du réel. C'est tout à fait ça. Le danger, c'est quand on oublie que ce ne sont que des modèles. C'est l'arrogance. Et pour lutter contre cette arrogance, il a ce concept que j'adore, qui vient d'Umberto Eco, l'anti-bibliothèque. Oui, L'idée est brillante. Eco avait une bibliothèque de 30 000 livres. Et les gens lui demandaient toujours « Vous avez lu tout ça ?» ce qui n'est pas la bonne question. Non, pas du tout. Pour Eco, la valeur d'une bibliothèque privée, ce ne sont pas les livres lus. Ce sont les livres non lus, l'anti-bibliothèque. Voilà, c'est un rappel constant, physique, de tout ce qu'on ignore. C'est un antidote à la certitude. Le signe noir vient toujours de ce qu'on ne sait pas. C'est une idée très très puissante. Et pour savoir où ces signes noirs se cachent, justement, Taleb divise le monde en deux royaumes. C'est ça. Le médiocristan et l'extrémistan. Le médiocristan, ça sonne moyen. Ben, c'est le cas. C'est le monde du prévisible, de la moyenne. Pensez à des choses physiques. La taille, le poids. Si vous prenez 1000 personnes et que vous ajoutez l'homme le plus grand du monde, la moyenne ne va quasiment pas bouger. D'accord. Un individu, même extrême, n'a que peu d'impact sur le total. Précisément. C'est un monde régi par la courbe en cloche, les statistiques classiques. Et l'autre monde, du coup, c'est... C'est l'extrémistan. Et là, tout est différent. C'est-à-dire... Reprenons nos 1000 personnes. Mais au lieu de leur taille, on regarde leur richesse. Maintenant, ajoutez Bill Gates dans le groupe. Ah oui. D'un coup, il représente 99,9% de la richesse totale. Les autres deviennent insignifiants. Voilà, l'extrémistan. C'est le royaume où une seule observation peut tout changer. Et le problème, c'est que notre monde, social, économique, historique, il appartient quasi entièrement à l'extrémistan. Et ça s'applique aussi aux métiers, il me semble. Il parle des professions scalables et non scalables. Absolument. Un dentiste, un boulanger, c'est non scalable. Leur revenu est limité par leur temps. C'est le médiocristan. Ils ne peuvent pas soigner 1000 patients en 1 heure. Non. Mais une autrice, un musicien, un spéculateur, leur métier est scalable. L'effort est déconnecté du revenu.
Il crée l'œuvre une fois et elle peut se vendre à des millions d'exemplaires. C'est l'extrémistan pur et dur. Avec des inégalités extrêmes, l'effet, le gagnant rafle tout. C'est ça. On vit en extrémistan, mais on continue de penser avec des outils du médiocristan. C'est comme si on avait des bugs dans notre logiciel mental qui nous empêchent de voir ça. Taleb en identifie plusieurs, non? Oui, le premier et le plus puissant, c'est l'erreur de la narration. Le besoin de se raconter des histoires. Exactement. Notre cerveau déteste le hasard. Il a un besoin irrépressible de trouver des causes, de créer une histoire cohérente. On préfère une bonne histoire fausse à une vérité complexe et aléatoire. Et ça nous donne une illusion de compréhension et donc de prévisibilité, Tout à fait. Et ça nous amène directement au deuxième bug. qui est qu'on ne construit nos histoires que à partir des survivants. Le biais de la preuve silencieuse. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Il y a cette vieille anecdote de Cicéron. Ah oui, je la connais. Les marins sauvés du naufrage. Voilà, on lui montre des peintures de marins qui ont survécu en priant les dieux. Et Cicéron demande, mais où sont les portraits de ceux qui ont prié et qui se sont noyés? Leurs témoignages sont silencieux, au fond de l'océan. C'est une idée énorme. Ça veut dire que tous les livres de développement personnel sur comment réussir sont fondamentalement biaisés. Ils sont biaisés, oui. Ils étudient les points communs des gagnants, mais ils ignorent le cimetière silencieux de tous ceux qui avaient les mêmes caractéristiques et qui ont échoué. C'est vertigineux. Et le dernier grand bug, C'est l'erreur ludique. ludique, comme les jeux. Taleb prend l'exemple d'un casino à Las Vegas. Ils étaient obsédés par les risques à l'intérieur du jeu, j'imagine. Les tricheurs, les compteurs de cartes. Exactement. Des risques qu'ils pouvaient modéliser, calculer. Sauf que les vrais signes noirs, les plus grosses pertes de leur histoire, venaient de l'extérieur. Ah bon, comme quoi? Un employé qui oublie de déclarer ses impôts, provoquant un redressement fiscal monstrueux, la fille du propriétaire qui se fait enlever, un des tigres du spectacle de Sifri Edenroll qui blesse son dresseur. Rien à voir avec les cartes. Rien. Les risques hors modèle étaient 1000 fois plus importants que les risques calculés. D'accord. Le constat est un peu sombre. On est aveugle, biaisé, le monde est imprévisible. Qu'est-ce qu'on fait, alors? On se cache en attendant la prochaine catastrophe? Non, justement. C'est là que Taleb devient vraiment pratique. Sa réponse, c'est radical. Arrêtez d'essayer de prédire. On abandonne? On abandonne la prédiction, pas l'action. On remplace la prédiction par la robustesse. L'idée n'est pas de deviner quel signe noir va arriver, mais de construire sa vie, ses finances, de manière à résister à n'importe quel signe noir. Et comment on devient robuste? Il propose cette stratégie d'investissement assez étrange, la stratégie barbell, l'alter. C'est une illustration parfaite de sa pensée. L'idée, c'est d'éviter à tout prix le risque moyen, qui est incalculable. Donc, on ne met pas tout dans des actions moyennement risquées. Non, on polarise. On met, disons, 85 à 90% de son argent dans des placements ultra sûrs. Des bons du trésor, par exemple. C'est la partie de l'alter qui ne peut pas casser. D'accord. Et avec le reste, les 10-15%. Là, on prend des risques maximum. On investit dans des startups très spéculatives, des paris audacieux. Je vois. Si un signe noir négatif arrive, un crash, on est protégé par la partie sûre. Et si un signe noir positif arrive, une de nos startups explose, on en profite à fond. C'est exactement ça. On est à la fois hyper conservateur et hyper agressif. On limite sa vulnérabilité au négatif et on maximise son exposition au positif. Et on peut appliquer ça à sa carrière, j'imagine. Avoir un job très stable et à côté un projet personnel complètement fou. C'est une transposition parfaite, c'est une philosophie de vie. Et au-delà de se protéger, il y a une posture active pour attirer les bons signes noirs. C'est ce qu'il appelle le bricolage stochastique. C'est ça. Il faut reconnaître que la chance, le hasard, la sérendipité jouent un rôle immense dans la réussite. La plupart des grandes découvertes n'étaient pas planifiées. Le Viagra, les post-it. Exactement. Donc la stratégie, c'est de multiplier les essais, les expériences, le bricolage. Il faut augmenter sa surface de contact avec la chance. Se mettre en position d'être chanceux. Concrètement, ça veut dire aller à des soirées, parler à des inconnus, lire des choses qui n'ont rien à voir avec son domaine. Provoquer des accidents heureux? C'est une posture très active. Donc si je résume, l'idée centrale, c'est on arrête de vouloir tout contrôler. On accepte le chaos, on reconnaît nos propres limites, nos biais, et on construit sa vie non pas sur des prévisions fragiles, mais sur la robustesse et l'exposition aux bonnes surprises. C'est une excellente synthèse. Et il y a une dernière pensée qu'il nous laisse, une pensée assez provocatrice. Je vous écoute.
Il nous dit que le plus grand signe noir, le plus improbable de tous, c'est peut-être notre propre existence. La probabilité que nos parents se rencontrent, que ce spermatozoïde précis féconde cet ovule précis, les chances étaient astronomiques. Quasi nul. Quasi nulles. Et pourtant, on est là. Et il conclut avec cette phrase que je trouve magnifique. « Arrêtez de vous inquiéter pour des broutilles et rappelez-vous que vous êtes vous-même un signe noir. » C'est une invitation à voir l'incertitude non plus comme une menace, mais comme la texture même de la vie, une source d'opportunité. Exactement, comme une source d'émerveillement.